Bonjour, bienvenue dans votre premier journal des associations de l'année 2021. Cette année, comme l'année précédente, nous allons à la rencontre des hommes et des femmes qui luttent au quotidien pour améliorer notre société. Mais tout d'abord, voici les titres. Les faits divers se multiplient sur le 101e département français. Nous sommes allés recueillir les analyses de Zaidou Bamana, journaliste. À la rencontre de l'association ONG L'Homme et l'Environnement. Le bilan est lourd, plus de 3 morts en ces temps de crise sanitaire. Les violences ne cessent de faire des victimes à Mayotte. Je vous propose de regarder ces quelques images de Ibrahim Madi. Wanyaweni wa maore vandala batwara madelenka ya jakarten hatu hunu moya shop huna Carrefour moya wa ulumwa na mta afanywa massage cardiaque be rahoka parwana vavo vani madas jorengwa avaidiwe harna garlas mirum avingwe ande l'hôpitalier. Nous sommes dans une république, et dans la république nous avons, je dirais, non, il faut qu'on se dise les choses. Nous avons des règles, il faut les respecter. Et le choix que nous avons fait, il ne faut pas qu'on le regrette aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres pays où effectivement, quand il y a des difficultés, eh bien les gens sortent, je dirais, leur coupe-coupe, et ils vont s'entrecouper. Mais nous ne pouvons pas, et ça je le dis ici, nous rendre justice nous-mêmes. Je comprends votre souffrance, madame. Laissons aux autorités. À chaque fois, quand j'entends les uns et les autres dire ici que nous avons de la chance d'être en France, nous avons de la chance de vivre en France, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir sur nos propres institutions. Nous devons laisser aux autorités de faire, je dirais, leur travail, parce que en se vengeant, ceux qui se vengent deviennent de facto des criminels. Et donc, justement, il ne faut pas en arriver là. C'est une des raisons qu'avec la préfecture, avec la gendarmerie, nous allons tout faire pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans la communauté de Petite Terre. On va tout faire. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. J'étais tout à l'heure avec le procureur pour essayer. Mais vous pouvez ne pas m'applaudir, monsieur. Je ne demande pas de m'applaudir. Je ne demande pas de m'applaudir, monsieur. Pourquoi vous n'aimez pas ton film là-bas? Non, oui, mais pourquoi les gens ils n'aiment pas ici? Asudisa mama na tuno walio bavu. Zaidou Bamana, journaliste, nous livre ses analyses sur la situation de la problématique des violences à Mayotte. Au micro, Nassurdine Ahmed. Je suis Zaidou Bamana, journaliste de profession, journaliste indépendant, écrivain aussi, et j'interviens comme consultant politique à Mayotte la Première. Donc j'ai 2 casquettes, la presse écrite et la presse audiovisuelle. Je suis actuellement le gérant d'une société qui s'appelle Média Mayotte, qui existe depuis 10 ans dans les 3 domaines, la presse, la communication, l'audiovisuel. Alors, la crise sanitaire a plusieurs aspects, elle nous pose de nombreux problèmes. Les Mahorais sont confinés actuellement sur l'ensemble du territoire.
la préfecture et l'autorité sanitaire, c'est-à-dire en concertation avec l'ARS, avaient décidé dans un premier temps que le confinement devait se dérouler sur 3 communes, la Petite Terre, Boigny et une autre commune. En l'espace d'une semaine, les phénomènes a pris une telle ampleur que Paris a décidé qu'il fallait confiner l'ensemble du territoire de Mayotte. Alors il se pose beaucoup de problèmes. Le principal problème, c'est que nous avons ici, on cumule 2 variants. La variante sud-africaine qui nous est arrivée du territoire de Comores et qui continue d'arriver avec les embarcations clandestines, les kwassa-kwassa. Nous avons également l'apparition de la variante anglaise, britannique. Donc, Mayotte est exposée à une contamination venue de l'extérieur, du nord, de l'Europe, et puis du sud, avec principalement les Comores via Anjouan, qui est la plaque tournante de l'immigration clandestine sur le territoire. Faut-il étendre ce confinement à l'ensemble des activités économiques? C'est une question qui se pose. Le MEDEF n'est pas d'accord. Il y a certains commerces alimentaires qui doivent ouvrir, ne serait-ce qu'en proximité, parce que les habitants ont besoin de produits alimentaires de base, essentiels, au quotidien. Voilà à peu près toutes les questions qui se posent sur la Covid. Nous avons une situation qui malheureusement est hors norme. La situation de Mayotte est catastrophique et il faut le dire, il faut que chacun le sache à l'extérieur. L'application de mesures barrières n'est pas tout à fait effective. Alors bien sûr, l'autorité sanitaire, l'ARS, plus la préfecture ont tendance souvent à jeter la responsabilité sur la population en disant que la population ne respecte pas. D'abord, il faut savoir de quelle population il s'agit. La population mahoraise est généralement très bien informée et respecte les gestes barrières. Elle appelle d'ailleurs dans les réseaux sociaux à un respect strict des préconisations de l'autorité sanitaire. Mais nous avons également une population étrangère qui malheureusement vit dans des situations de misère au quotidien, de pauvreté, et cette population-là n'a pas les moyens de respecter véritablement les mesures barrières, parce qu'il lui faut chercher à manger, etc., etc. Sur le sujet de la Covid, je vous dirais en conclusion que la responsabilité, elle incombe à l'État, à l'autorité sanitaire, à la préfecture et à l'ARS. Il y a eu ici un défaut d'information, une gestion opaque de la pandémie qui n'a pas permis à la population de participer à cette lutte. Elle n'a pas permis non plus aux collectivités locales d'être associées. L'ARS elle-même, avec Mme Voinet, a fait le choix d'écarter les cadres mahorais de son staff administratif. Ce qui veut dire que les cadres mahorais ne peuvent pas travailler pour sensibiliser la population. C'est une faute. Et de plus, je vous le dis, sur une population de près de 300 000 habitants actuellement, qu'est-ce que nous avons eu comme vaccin, alors que le phénomène s'amplifie de jour en jour? Il y a eu une première dotation de 450 voire 500 vaccins, doses de vaccins. C'est absolument insuffisant. Nous sommes aujourd'hui en train d'enterrer des morts tous les jours. Hier encore, il y en a eu 3. Nous sommes en train de voir de plus en plus de jeunes infectés. Je vous l'ai dit, 450 sur une totalité de 1000 cas avérés. Le taux d'incidence est le plus élevé de tous les territoires de la métropole. Est-ce qu'on peut considérer que la France répond véritablement à la hauteur des enjeux? Je pense que non. Pour résumer,
l'autorité sanitaire, c'est-à-dire Madame Voinet, directrice de l'ARS, et le préfet Jean-François Colombet, veulent faire croire que les Mahorais sont responsables de leur malheur. C'est tout à fait faux. La responsabilité principale incombe à l'État. C'est l'État qui n'a pas fait son travail. Le gros problème ici, c'est le désert sanitaire. C'est-à-dire que l'État n'investit pas suffisamment pour le projet immobilier du centre hospitalier de Mayotte. Le désert médical amplifie les possibilités de propagation de toutes les endémies. Il y a sur le territoire 2 crises sanitaires. D'abord la Covid, bien sûr, qui fait des morts, mais il y a aussi la dengue, qui a fait pratiquement autant de morts l'année dernière que la Covid. Donc, aussi longtemps que le gouvernement français, les gouvernements successifs, maintiendront l'île dans un tel état de sous-développement des équipements sanitaires et des structures médico-sociales, nous aurons un problème de morbidité croissante. Ce qu'il faudrait, c'est que l'État prenne la mesure de son irresponsabilité sur le territoire, notamment et principalement au niveau sanitaire. La question des violences, c'est quelque chose de récurrent ici à Mayotte. Nous avions dit, il y a un certain nombre d'années, il y a 3 ou 4 ans, que cette violence était liée à l'immigration clandestine. On nous a pris pour des fous, on nous a pris pour des racistes anti-noirs, des xénophobes. On a dit que les Mahorais étaient des diables. Cette diabolisation n'a pas lieu d'être. En réalité, la préfecture l'a reconnu, l'immigration clandestine a atteint une telle ampleur qu'elle est responsable de cette insécurité généralisée sur le territoire. Le préfet a reconnu lui-même que l'immigration clandestine a partie liée avec les violences urbaines. Le président de la République l'a reconnu pour la métropole. Le seul problème, c'est qu'en métropole, l'immigration, c'est 2% de la population totale. À Mayotte, c'est 55 à 60% de la population de Mayotte qui est d'origine étrangère, et principalement comorienne et anjouanaise. Ces violences ont atteint un pic extraordinaire l'année dernière, puisque Europol a considéré que Mayotte avait le taux de criminalité le plus élevé de tous les territoires de l'Union européenne. Ah, que dirait le père Bamana, l'ancien président du Conseil général? C'est une question piège. Les morts ne parlent pas, on ne peut pas leur poser de questions. Et donc je ne sais pas véritablement quoi vous répondre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de méditer les paroles de ces anciens. Et que disait Bamana? Bamana disait, si on développe le territoire de Mayotte, si le progrès est là, le progrès économique, le progrès social, le progrès culturel, Mayotte aura la possibilité de faire en sorte que la population s'épanouisse. La France aura la possibilité avec Mayotte d'envisager son élargissement sur l'ensemble de l'océan Indien et surtout un élargissement synonyme de paix dans nos territoires respectifs. C'est ce qu'il disait Bamana. Aujourd'hui, avec cette violence, on sent que la réponse ne viendra pas de ces paroles. Mais bien sûr, il faut les méditer. Mais la réponse doit venir de la génération d'élus qui est en charge des affaires, qui doit gérer la cité. C'est cette génération qui doit non seulement s'inspirer de ce qu'ont fait les anciens, pour que les territoires ne soient pas en quasi-guerre civile, pour que les territoires ne soient pas pris en otage par les affrontements intracommunautaires qui risquent, après, si on ne fait rien, de développer des affrontements intercommunautaires. Voilà quel est le travail des élus actuels.
je crois qu'ils ont échoué. La violence, ça n'est pas une question spécifique à Mayotte. La Réunion a connu ça, les autres territoires d'outre-mer comme la métropole. Alors j'ai appris avec une grande tristesse qui s'est appris l'agression qui a eu lieu dans un collège à la Réunion. Et j'ai appris également avec une grande consternation les développements dans les réseaux sociaux, les propos qui ont été proférés disant qu'il y aura un bain de sang entre les Réunionnais et les Mahorais dans le département de la Réunion. C'est une affaire regrettable. Je crois que les Mahorais doivent prendre conscience que quand ils voyagent, ils doivent faire l'effort de s'intégrer dans la société où ils vivent. C'est vrai pour la Réunion, c'est vrai pour la métropole. On ne peut pas continuer à l'extérieur à réitérer, à reproduire des réflexes mahorais. Il faut au contraire, quand on est à l'extérieur, dans ces pays-là, s'ouvrir, s'enrichir. Et c'est ça aussi qui est important. Non seulement on gagne en convivialité avec les gens qui sont sur le territoire, mais on gagne en responsabilité, on gagne en éducation quand on revient sur son territoire. Il faut donc s'intégrer. Mais il y a un troisième sujet qui est, à mon sens, très important, c'est l'éducation. Si au niveau de l'école, on permet de construire des équipements, des classes en nombre suffisant, si on sort de ce déficit de 600 salles de classe, on permettra nécessairement une meilleure éducation de nos enfants. Et puis, il faut aussi que l'État, que le rectorat accepte l'idée de la création d'une université de plein exercice, de manière à permettre aux jeunes Mahorais d'avoir les 2 ans, les 2 premières années sur le territoire, avant d'aller à La Réunion ou en métropole. C'est d'abord un gage de réussite, et puis, en plus, c'est le gage qu'ils pourront, une fois à La Réunion ou en métropole, mieux s'installer, être adultes dans leur insertion sociale, et puis réussir leurs études. Parce que la plupart de ceux qui partent d'ici et qui vont à La Réunion échouent très tôt. Et c'est ça le grand problème, c'est l'échec scolaire, aussi bien au collège qu'au lycée, et puis bien sûr à l'université. Alors cette histoire qu'il y aurait une sorte de guerre civile entre Français mahorais et Français réunionnais à La Réunion, je pense qu'il faut y mettre un terme tout de suite. Il faut le bon discours des élus, il faut sensibiliser la population réunionnaise sur la problématique du développement de Mayotte pour que on puisse non seulement récupérer ceux qui souhaitent sortir de La Réunion et revenir sur le territoire, participer au développement, mais aussi pour que ceux qui sont à La Réunion, qui se considèrent comme des nationaux résidents et carrément réunionnais, puissent s'insérer. Parce que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont installés sur le territoire, on peut logiquement, normalement, naturellement les considérer comme des Réunionnais. Alors, cette stigmatisation, qu'elle vienne de la presse, qu'elle vienne de quelques Réunionnais ou Réunionnaises, doit cesser. Nous devons nous parler entre les populations, bien sûr. Il faut aider la population de mahoraise à se départir de comportements inappropriés, mais il faut aussi que les élus réunionnais et les élus mahorais ne parlent pas simplement à la population mahoraise à l'approche des élections. Ce clientélisme amène à ne rien régler des problèmes de la population mahoraise installée à La Réunion. Il faut un changement de politique, il faut peut-être aussi un changement d'attitude de la population mahoraise en elle-même. Soyez responsables, n'allez pas à La Réunion si vous n'avez pas le moyen d'y vivre, revenez sur votre territoire parce que vous avez un patrimoine ici, que vous louez
ou que vous laissez en déshérence, revenez sur votre territoire, permettez à vos enfants d'étudier ici jusqu'au moment où ils peuvent repartir avec les chances de succès à l'extérieur. Voilà ce que je vous propose. La jeunesse ne rime pas forcément avec violence. La preuve, il y a des jeunes qui réussissent. Ce samedi 13 février aura lieu la journée des diplômés à Saint-Denis, au domaine Moka à Montgaillard. L'association ONG milite depuis des années pour la protection de l'environnement, un patrimoine naturel et universel. Reportage. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur la préservation de l'environnement et des savoir-faire traditionnels de la Réunion à travers des ateliers, à travers des formations, à travers des actions de sensibilisation populaire à l'écologie. Et l'écologie nous ramène au savoir-faire traditionnel. Donc si on veut agir de façon concrète pour notre territoire et pour notre population, il faut qu'on arrive à changer les manières de faire, et une grande partie, c'est de revenir à des savoir-faire longtemps, qui étaient là avant la moque, avant le fer, avant le plastique, et revenir sur justement les plantes médicinales. On vient sur l'alimentation saine, on vient sur les savoir-faire manuels et l'harmonie. L'harmonie qui, dans la culture réunionnaise, touche le maloya. Et justement, l'ONG L'Homme et l'Environnement, La Réunion, est porteuse du Festival des plantes aromatiques et médicinales de La Réunion. On a fait une première édition cette année. Et ce qu'on voit, c'est que ces savoir-faire, ils disparaissent. Et pour éviter qu'ils disparaissent, il faut qu'on s'organise pour les transmettre. Donc depuis 15 ans, on nettoie la nature parce que il y a trop d'incivilité, les gens ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, voilà, c'est un grand problème, les déchets, et que ça pollue beaucoup. Donc on travaille régulièrement, on se fait plaisir à nettoyer la nature, et là on est dans le réseau Grandir. Donc on a porté en 2020 le projet Colportage pour structurer des comités à travers la Réunion sur la problématique des dépôts sauvages de déchets dans la nature. C'est un petit peu pour ça qu'on le fait, et puis on le fait aussi parce qu'il faut qu'on se rende compte que c'est un déchet qui est perdu, pas valorisé, parce que les pneus, on sait que dans les filières, maintenant c'est retraité par les filières REP, on sait qu'avec les pneus on peut faire plein de choses, quoi. On peut faire des tapis de sol pour les aires de pique-nique, pour les marmailles, des blocs, des autoblocs qu'on met dans les jardins. C'est complètement dépollué, etc. Donc c'est vraiment utilisable à 100%. Et on revalorise les produits. En fait, le pneu n'est pas forcément un déchet. Il est aussi, c'est un déchet qui est totalement revalorisable. Enfin, pour moi, en tant que citoyen, oui, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir mettre en lumière, surtout que chaque utilisateur de la voiture, après s'il y en avait un peu moins, peut-être, certainement, mais aussi, après ça c'est un autre débat, hein, la voiture, etc. C'est un deuxième débat, mais c'est un déchet dont les citoyens ou les utilisateurs des voitures, enfin mobiles, quoi, on n'a pas le déclic. On sait que quand on le dépose chez le concessionnaire, on se fait réparer la voiture, donc il est censé récupérer ce pneu et le mettre en retraitement, puisque de toute façon nous payons des taxes, hein, surtout, donc forcément on a des taxes sur ces produits-là aussi, l'écotaxe, sur l'électroménager, le pneu ou autre, hein. Et donc ça, si le citoyen n'est pas en mesure d'avoir cette notion, il ne fait pas forcément l'effort de dire je vais le ramener, ou si j'en ai un vieux chez moi, je vais le ramener aussi. Si on en a, on trouve quelque part, et peut-être signaler à sa commune, dire voilà, moi j'ai trouvé ça quelque part, est-ce que vous pourriez aller jeter un coup d'œil et peut-être le ramasser, le remettre en filière. Mais il faut savoir que ça a un coût.
même pour les intercos ou le citoyen peut-être pas, mais les intercos ou les communes, ça a un coût. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre journal des associations. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre actualité. Restez vigilants face au Covid-19. Bonne continuation sur Télécréole.